dite internationale, et qui, lorsqu'il a été élu, à la demande des nations, à la demande des États-Unis d'Amérique, au Conseil de sécurité de l'ONU, auprès de la CPI, a vu ces poursuites être repoussées. Parce que les États-Unis d'Amérique considéraient que c'était plus l'urgence de faire incarcérer le président John Kenyatta à la CPI, plus que les nécessités de s'allier avec le Kenya pour lutter contre l'extension du judaïsme terrorisme d'inspiration islamique venant de Shebab de Somalie et pouvant gagner toute la bande sahélienne du Sahara, donc depuis la Somalie jusqu'à la Mauritanie, en passant entre autres par le Kenya. Donc, la Cour pénale dite internationale, c'est un instrument politique. Et c'est un instrument politique de domination néocoloniale. Et c'est pour ça que seuls sont poursuivis devant la Cour pénale dite internationale des dirigeants panafricains, à l'exception de quelques mercenaires seigneurs de la guerre en République démocratique du Congo, uniquement pour donner bonne conscience. Pour le reste, ce sont des dirigeants panafricains, et on poursuit mon ami le président Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire, et on poursuit mon ami le sénateur Jean-Pierre Bemba. En ce qui concerne la situation du sénateur Jean-Pierre Bemba, je peux vous en parler très bien si je contribue à animer un collectif d'avocats aux côtés de mon confrère et ami Maître Kilolo Muzamba, premier défenseur dans la CPI du sénateur Jean-Pierre Bemba. C'est parce que je connais de très près la situation. Pourquoi? Certains d'entre vous le savent, pendant de très nombreuses années, j'ai été l'un des principaux avocats du seul président de la République centrafricaine à avoir été démocratiquement élu, puis réélu, à savoir le président Ange-Félix Patassé, que j'ai assisté régulièrement en étant très souvent à Bangui, dans sa résidence privée et au palais présidentiel, jusqu'au sanglant coup d'État du général rebelle François Bozizé en mars 2003. Donc je suis parfaitement bien placé pour savoir dans quelles conditions le président Ange-Félix Patassé, que je conseillais, a fait appel à différentes forces alliées étrangères, dont celle du MLC, dirigée par Jean-Pierre Bemba. Mais je suis également bien placé pour savoir ce que tout le monde sait, et ainsi que des officiers français en ont témoigné auprès de la CPI, à savoir que les troupes du MLC étaient sous la direction du chef d'état-major des armées centrafricaines et sous la direction du commandant en chef de l'armée centrafricaine, à savoir le président de la République, Ange-Félix Patassé, et que les troupes du MLC étaient dans les casernes des forces armées centrafricaines. Et donc, elles n'étaient pas en mesure de commettre des exactions, puisqu'elles étaient dans les casernes, et au contraire, quand elles sortaient des casernes, c'était pour sauver les populations centrafricaines des exactions des mercenaires du général François Bozizé et de ses alliés tchadiens et autres. Donc, et tous les témoignages concordent dans ce sens. On a même des témoignages d'officiers français qui ont indiqué qu'ils avaient entendu des officiers rebelles du général François Bozizé se forcer à tenter de parler en lingala pour se faire passer pour des troupes du MLC. Donc, il existe de très nombreux témoignages à ce sujet. Et donc, chacun sait que si le sénateur Jean-Pierre Bemba a été traduit devant la Cour pénale dite internationale, ce n'est pas parce qu'il serait impliqué dans des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Ça, on sait fort bien que ça n'est pas le cas, et qu'il n'existe aucun élément matériel à ce sujet. Simplement, c'est une question politique. C'est-à-dire qu'il y a eu un accord qui a été passé, mais cet accord, il date de 2002, à l'époque, qui a été passé par un certain ministre de l'Intérieur français, qui à l'époque s'appelait Nicolas Sarkozy, et qui commençait déjà à s'intéresser à l'uranium en République centrafricaine et à l'uranium en République démocratique du Congo. Donc, pour notamment faire en sorte que le groupe français Areva, dans lequel il y a des intérêts personnels, puisse obtenir les marchés. Je suis bien placé pour le savoir parce qu'à l'époque, le président de la République centrafricaine, Ange-Félix Patassé, a refusé de céder aux pressions de M. Nicolas Sarkozy et du groupe nucléaire français Areva, et qu'il a refusé de lui céder la concession d'exploitation d'un groupe minier centrafricain, Uramine, ce que plus tard a accepté de faire général putschiste François Bozizé, puisqu'il a concédé à Areva Uramine avec le scandale que ça fait, puisque vous savez peut-être qu'il y a des poursuites actuelles du parquet national financier à propos de cette affaire de corruption qui mêle le groupe français Areva à des hommes politiques de l'entourage de François Bozizé et des hommes politiques français. Donc,
parce que le président Cheikh Patassé a refusé de céder aux pressions d'une part du groupe français Areva et d'autre part du groupe pétrolier Total, qui voulait exploiter des gisements à la frontière de la République centrafricaine et du Tchad. La France a accepté, la France à l'époque de Nicolas Sarkozy, a accepté de financer le coup d'État du général François Bozizé contre le président démocratiquement élu de République centrafricaine, Ange Félix Patassé. Donc il était du plus haut intérêt de l'État français de l'époque, représenté par Nicolas Sarkozy, de faire en sorte que toutes les traces du forfait de l'accaparation de l'uranium, d'abord en République centrafricaine, puis ensuite en République démocratique du Congo, parce que Nicolas Sarkozy a passé un accord avec le dictateur Joseph Kabila au sujet de l'uranium en République démocratique du Congo, il fallait à tout prix qu'on puisse trouver des boucs émissaires. Et donc le bouc émissaire qui a été désigné, c'était le sénateur Jean-Pierre Bemba. Donc il était important qu'on puisse l'empêcher de se présenter aux élections présidentielles de 2011 en République démocratique du Congo. Et il était important de le laisser en détention provisoire le plus longtemps possible. Le 18 juin dernier, j'ai accordé un interview à un site internet qui s'appelle Africa Arabia, et je leur avais indiqué qu'il n'y a pas besoin d'avoir une boule de cristal pour savoir que le verdict dans le procès contre le sénateur Jean-Pierre Bemba, dans son premier procès, puisqu'il y a un deuxième procès dont je vais parler, ne sera rendu qu'à partir du début du printemps 2016. J'avais déjà annoncé ça. Début du printemps 2016, c'est le 21 mars 2016. Pourquoi j'avais annoncé ça? Tout simplement parce que c'est en fonction du calendrier électoral des élections en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le dictateur Kabila donc souffre de défections, y compris dans son propre parti, le Parti pour la reconstruction de la dictature, le TPRD. Donc, et il souffre de ces défections-là. Il souffre de ces défections, dont entre autres celle de Moïse Katumbi, le gouverneur de Katanga, plus d'autres que je ne citerai pas. Et donc, il ne maîtrise plus les choses, il essaye de retarder, comme vous le savez, le processus électoral. Mais c'est là où le dictateur se retrouve pris à son propre piège. Parce que pour lui, il espérait que ces nouvelles élections se tiennent avant le verdict concernant le sénateur Jean-Pierre Bemba. Et là, malheureusement, il ne peut pas de nouveau changer de calendrier, parce qu'on est dans une situation, et c'est bien là où on a la preuve que la Cour pénale dite internationale n'est pas une véritable juridiction. Vous avez à Strasbourg une véritable institution judiciaire internationale qui s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH. La Convention de la Cour européenne des droits de l'homme indique qu'aucune juridiction ne peut utiliser de façon prolongée la détention provisoire sans procès. En ce qui concerne le sénateur Jean-Pierre Bemba, je vous rappelle qu'il est officiellement emprisonné à La Haye, la prison Scheveningen de la Cour pénale dite internationale, depuis le mois de juillet 2008, depuis plus de 7 ans et demi. Et il n'a toujours pas été jugé. Aucune véritable juridiction d'un pays censé être démocratique ne peut maintenir en détention provisoire aussi longtemps. Alors, de plus, comme vous le savez, au cours du procès, qui a seulement débuté en novembre 2010, faute de preuves, le bureau du procureur, au départ c'était le procureur Campo, ensuite ça a été repris par la procureure Fatou Bensouda, avait une telle insuffisance de preuves que les charges, ce qu'on appelle les charges, c'est-à-dire l'accusation, les chefs d'accusation, chaque fois étaient réduits. Maintenant, on est plus à dire, c'est en tant que chef militaire du MLC, il aurait dû, à distance, contrôler ses troupes. Donc, là, c'est déjà un gros problème. Si c'était une véritable juridiction pénale, la Cour pénale dite internationale, elle appliquerait le droit pénal international. Que dit le droit pénal international? Pour qu'il y ait un crime, il faut qu'il y ait réunion d'un élément intentionnel et d'un élément matériel. Donc, et dans toutes les juridictions pénales, le doute doit profiter à l'accusé. Là, il est clair que jamais le bureau de la procureure n'a été en mesure d'apporter la moindre preuve de l'implication personnelle du sénateur Jean-Pierre Bemba dans les faits qui se sont déroulés en République centrafricaine. Donc, jamais aucun témoin n'a pu dire il était dans la chaîne de commandement, il est sur place à Bondy ou sur le terrain pour donner des ordres aux troupes du MLC.
Avec quelqu'un a dit, Jean-Pierre Bemba a fait sortir les troupes du MLC des casernes des forces armées centrafricaines. Jamais il n'y a eu ça. Donc on est dans une situation où il y a un défaut total de preuves à l'encontre du sénateur Jean-Pierre Bemba. C'était même dans une telle situation que le 24 octobre 2014, la première chambre préliminaire de la Cour pénale dite internationale a même rendu une décision autorisant la mise en liberté provisoire du sénateur Jean-Pierre Bemba. La panique totale en France et à Kinshasa, chez le dictateur Kabila, on dit mais c'est pas possible, il va être libéré, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, appel, on a demandé instruction d'appel, appel, et la cour d'appel, mais qui est la cour d'appel propre, intérieure, là aussi, une véritable juridiction dispose d'un double degré de juridiction séparé. Là, la Cour pénale dite internationale n'est pas une juridiction indépendante et impartiale. Pourquoi? Parce que la Cour d'appel, elle n'est pas située à Amsterdam, elle n'est pas située à Bruxelles, elle n'est pas située à Strasbourg. La Cour d'appel, elle est située dans le même immeuble de la Cour pénale dite internationale. Donc, on n'a pas un véritable double degré de juridiction. Et c'est toujours le bureau de la procureure qui fait pression sur les magistrats. Et comme par hasard, la Cour d'appel interne à la Cour pénale internationale a dit « Ah ben non, c'est par erreur que les juges de première instance de la CPI ont donné la libération provisoire de sénateur Jean-Pierre Bemba. Il faut le garder. » On voit bien que l'on est devant une parodie de justice. Alors, à la différence de votre vice-président qui vous a dit « Le sénateur Jean-Pierre Bemba sera acquitté par la CPI le 21 mars », je garderai le pronostic que j'ai fait le 18 juin dernier. C'est-à-dire, en toute logique, si c'était une véritable juridiction, pour défaut de preuve, le sénateur Jean-Pierre Bemba doit être acquitté. Il est innocent, il doit être acquitté, il n'y a aucune charge. Mais la Cour pénale dite internationale n'est pas une véritable juridiction, c'est une institution politique. Et ils sont coincés. Ils sont coincés par le fait que, alors qu'y compris de nombreux États, moi je m'étais déplacé en République centrafricaine, j'avais rencontré le président Jacob Zuma, je m'étais même déplacé au Venezuela, j'avais rencontré à l'époque le président Hugo Chavez, tous m'avaient dit, maître, mais nous, il n'y a pas de souci. Vos amis, le sénateur Jean-Pierre Bemba, votre ami, le président de la République ivoirienne, Laurent Gbagbo, nous sommes prêts à les accueillir. Pas de problème. C'est ça que le 21 mars, là, les juges de la Cour pénale dite internationale vont avoir un sacré dilemme. Ils savent qu'ils n'ont aucune preuve. Ils savent qu'ils devraient acquitter le sénateur Jean-Pierre Bemba. Mais l'acquitter, c'est reconnaître que dès le début, c'était une supercherie, qu'on aurait même pu tenter une procédure en le laissant en liberté, qu'il n'y avait pas besoin de l'emprisonner pour ça. Et là, il a déjà fait plus de 7 ans et demi de détention provisoire sans jugement. Donc s'ils veulent couvrir la trahison judiciaire, parce que c'est une escroquerie judiciaire, ce procès, ils vont être obligés de dire on le condamne à au moins 7 ans et demi, et on le libère immédiatement. Donc moi, mon pronostic, ils seront obligés, même si effectivement ça ne va pas faire plaisir à Nicolas Sarkozy et à Joseph Kabila, ça c'est clair, mais ils vont être obligés de relâcher le sénateur Jean-Pierre Bemba, mais pour ne pas totalement se ridiculiser, ils vont tenter de le condamner. On sera obligé d'interjeter appel. C'est ça qui risque de se passer. Ça c'est mon pronostic, je peux me tromper. Je dois vous dire qu'avec mon ami maître Aimé Kilolo Muzamba, on va organiser dans la semaine du 21 mars prochain, juste après que soit rendu le verdict, une conférence de presse internationale à Bruxelles qui se tiendra au Presse Club de France, où effectivement on commentera le détail de la décision. Parce que là, effectivement, il y a actuellement beaucoup de pressions qui sont faites sur la Cour pénale internationale, des pressions qui sont faites par la France, qui sont faites par l'actuel gouvernement de la République démocratique du Congo, parce que pour eux, c'est une crainte énorme que le verdict qui sera rendu le 21 mars. Ils savent que ça va être un séisme politique. À partir du moment où le sénateur Jean-Pierre Bemba revient en République démocratique du Congo, il va apparaître comme un sauveur pouvant participer à la libération du pays. Le sénateur Jean-Pierre Bemba a déjà annoncé qu'il encourageait l'unification de l'opposition démocratique en République démocratique du Congo et notamment l'émergence du Front citoyen. Donc ça, c'est quelque chose qui fait peur à la dictature Kabila. Donc là, c'est vraiment un séisme politique qui s'annonce. Et en plus, on est dans une période où la situation est très fragilisée, pas seulement en République démocratique du Congo, où en dehors du sénateur Jean-Pierre Bemba, je suis aussi l'avocat, certains d'entre vous le savent, du pasteur Joseph Mukumbila, que j'ai aidé à se réfugier en République sud-africaine,
et où, avec un de mes confrères avocats sud-africains, on a empêché que les services de la dictature de Kabila n'obtiennent son extradition à Kinshasa, puisqu'il plaidait que Pasteur était un terroriste qui devait être rapatrié donc à Kinshasa. Et nous, on a dit, apportez-nous les preuves. C'est comme contre le sénateur Jean-Pierre Bemba. À la CPI, il n'y a pas une seule preuve qui était apportée contre le sénateur Jean-Pierre Bemba. À Johannesburg, le gouvernement de Kabila avait été en mesure d'apporter la moindre preuve de terrorisme contre le pasteur Joseph Nkonkubila. On est donc dans une situation où, effectivement, il y a une attente de changement en République démocratique du Congo. Il y a également cette attente de l'autre côté du fleuve, puisque certains d'entre vous savent que je suis l'avocat du général Jean-Marie Michel Mokoko, et qu'actuellement nous menons une campagne de désobéissance civile contre la dictature du général Denis Sassou Nguesso, grand allié de Joseph Kabila. Et donc là, il y a un grand mouvement de désobéissance civile qui est en train de se préparer. Donc des deux côtés des rives du fleuve Congo, le changement se prépare. Et donc il est clair qu'à partir du moment où le 21 mars prochain, on annonce la libération du sénateur Jean-Pierre Bemba, toute la donne politique dans toute l'Afrique centrale sera à revoir. Et donc là, il sera important, le sénateur Jean-Pierre Bemba a souffert de ces longues années de détention, mais il a gardé un moral de combattant, notamment il discute beaucoup avec mon ami Laurent Gbagbo, et donc sont tous les deux bons combattants panafricains, et ils sont prêts chacun des deux à faire leur retour et à faire progresser la démocratie et le développement dans leurs pays respectifs. Donc je crois que maintenant ce qu'il faut faire, c'est se préparer au retour du sénateur Jean-Pierre Bemba, mais il faudra également, parce que je crains que le jugement ne soit pas celui qu'on attend rendu par la CPI, se préparer une procédure d'appel contre la CPI, et surtout, nous devons militer, comme le fait le président John Uhuru Kenyatta du Kenya, pour que tous les pays d'Afrique se retirent du statut de Rome et arrêtent de cautionner la Cour pénale dite internationale. Ça doit faire partie de notre combat. Donc, moi je vais en terminer là. Ce qu'il faut maintenant, c'est nous préparer pour faire accueillir au pays le sénateur Jean-Pierre Bemba et mener la bataille pour qu'il y ait enfin des élections libres et transparentes en République démocratique du Congo. Parce que chacun sait qu'à partir du moment où les élections ne sont pas truquées, Kabila qui avait déjà perdu en 2006, Kabila qui avait déjà perdu en 2011, et il va encore perdre en 2016. Merci. Merci, maître, en tout cas, pour ces vérités. On en a encore besoin. Merci pour le travail que vous menez pour faire libérer. Alors, voilà, je suis presque désolée parce que, toujours dans le même combat, il y a le film de l'homme qui repasse le temps. Et ce film sera projeté ce soir à la demande de la Maison du Monde, donc à RIS, Orangis, et je suis la modératrice. Ça tombe aujourd'hui, on m'attend à la gare, disons, peut-être que je suis déjà en retard, il faut vraiment que j'aille maintenant, je vais vous appeler pour vous dire que je suis un peu en retard, et puis nous on continue, parce que vraiment les femmes souffrent là-bas, pas seulement les femmes, les hommes aussi, parce que si on veut, on vient, on viole votre enfant, votre femme, vous ne pouvez pas être tranquille. Donc, c'est encore, nous sommes dans le même esprit, on continue à travailler. Et j'aurais voulu prendre des photos avec vous tous, mais on le fera prochainement. Merci beaucoup de tout ce que vous faites pour la République démocratique. J'ai juste une petite question. C'est pas pour légitimer ce que vous venez de dire sur la justice néocoloniale ou soit sur l'escroquerie judiciaire que souffre le sénateur Jean-Pierre Bemba. Si vous vous souvenez, il y a encore quelques mois à l'intérieur, je vous avais posé la question à propos de ce dossier de sénateur Jean-Pierre Bemba, là où je disais
que l'arrestation de Jean-Pierre Bemba ne servait-il pas à essayer de corriger les erreurs ou de faire ce qu'on appelle la jurisprudence par rapport aux situations qui viendront peut-être dans les années à venir. Parce que le statut de Rome tel qu'a été écrit, ça a été mal peut-être conçu. Et Jean-Pierre Bemba sert aujourd'hui comme un cobaye afin d'essayer de corriger ces erreurs. Alors, si il arrivait que Jean-Pierre Bemba est condamné le 21 mai, qu'adviendra les situations de militaires français qui sont actuellement en Centrafrique? Parce que si Jean-Pierre Bemba est condamné parce que les militaires du MLC se sont permis, sans ses instructions, d'aller commettre des actions qu'ils ont commises en Centrafrique. Et aujourd'hui, on tombe dans une situation que l'armée française est accusée par le même motif que l'armée du sénateur Jean-Pierre Bemba. Est-ce que si la CPI condamne Jean-Pierre Bemba, en tant que sénateur congolais, est-ce que le tribunal pourra condamner ou arrêter le président François Hollande, ou c'est nous les Congolais qui allons porter plainte sur la situation de la France en Centrafrique par rapport à l'injustice que Jean-Pierre Bemba vient de dire? Vous êtes avocat, il me semble que les citoyens d'un État, ils peuvent se constituer partie civile pour aller porter plainte. Est-ce que nous, les citoyens congolais, n'ont pas le droit d'un jour de se constituer partie civile et de porter plainte pour les erreurs ou l'injustice que Jean-Pierre Bemba vient de connaître par la CPI? Merci pour cette question. Alors, vous avez parfaitement raison de dire, et c'est exact, j'avais déjà eu l'occasion de dire à plusieurs reprises, que l'arrestation en 2008 du sénateur Jean-Pierre Bemba, c'était pour qu'il serve de cobaye. Et je suis désolé l'expression, c'est pas très... On le traite un peu comme un animal, d'une certaine manière, dans l'escroquerie judiciaire de la Cour pénale internationale, parce qu'il a effectivement servi de cobaye pour préparer le procès contre le président Laurent Gbagbo. Et la question que vous posez, elle est fort juste. Elle montre bien que la Cour pénale dite internationale n'est pas une véritable juridiction impartiale, que la Cour pénale dite internationale n'offre pas le droit à un procès équitable. Tout simplement déjà puisqu'elle a un mode de saisine particulier. C'est d'abord, comme je l'ai indiqué, le Conseil de sécurité de l'ONU, des Nations Unies, qui a un droit de saisine directe de la Cour pénale internationale. Ensuite, ce sont les États qui ont signé le statut de Rome, qui peuvent saisir la Cour pénale internationale. Le bureau de la procureure peut se saisir directement. Et en fait, les victimes, les citoyens, n'ont pas de véritable droit de saisine. La preuve en est, c'est que de nombreuses associations de victimes se sont constituées. Moi, je suis également l'avocat de victimes en Côte d'Ivoire, des massacres de Békoué, des massacres qui ont été perpétrés par les rebelles de Guillaume Soro et Alassane Dramadou Ouattara. Nous avons déposé plainte devant la Cour pénale internationale, jamais ils n'ont été poursuivis. Il a fallu attendre la révolution burkinabé pour qu'enfin soit émis un mandat d'arrêt international par la justice burkinabé contre Guillaume Soro. Et contre Blaise Compaoré qui a financé la rébellion en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, Alassane Dramane Ouattara vient de donner la cité ivoirienne à son complice dictateur Compaoré. Donc la justice n'est pas un mot qui existe chez la Cour pénale dite internationale, parce que les victimes n'ont pas de droit. Parce que comme on a pu le voir, y compris avec la deuxième affaire, dont je n'ai pas parlé faute de temps, mais en répondant à votre question, je vais en profiter. Comme vous le savez, en 2013, a été ouverte une deuxième affaire contre le sénateur Jean-Pierre Bemba et contre mon ami et confrère Maître Aimé Kilolo. Puisque là, le bureau de la procureure, en totale violation des règles internationales, a obtenu un mandat d'arrêt contre notamment mon confrère Aimé Kilolo, Fidel Balala, effectivement, et deux autres personnes. Et d'ailleurs, j'avais participé avec Fidel Balala à une conférence de presse à la libération de Fidel Balala. Mais en ce qui concerne Maître Aimé Kilolo Mouzamba,
a été exécuté un mandat d'arrêt à Bruxelles et une perquisition dans son cabinet d'avocat à Bruxelles, hors la présence du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bruxelles, ce qui est totalement illégal, puisque c'est une violation du secret professionnel de l'avocat. Et à cette occasion, on s'est aperçu que ça faisait depuis plusieurs mois que le bureau de la procureure de la Cour pénale dite internationale procédait à des écoutes téléphoniques illégales entre le sénateur Jean-Pierre Bemba et Maître Aimé Kélolo. C'est-à-dire que le bureau de la procureure écoutait les conversations couvertes par le secret professionnel entre un prévenu et son défenseur pour pouvoir organiser la défense, ce qui est totalement illégal. Donc on voit bien que la Cour pénale dite internationale ne respecte même pas les règles du droit international, parce que c'est une institution politique néocolonialiste. Donc elle s'affranchit des règles les plus élémentaires. Aucune juridiction démocratique n'oserait faire ça. Le secret professionnel de l'avocat, c'est sacré, on ne peut pas y toucher. Donc, mettre des écoutes téléphoniques illégales, ça, normalement, un prétendu magistrat qui fait ça, il est révoqué. À ma connaissance, la procureur Fatou Bensouda n'a pas été révoquée. Jusqu'au contraire, c'est ce que lui demandait la France, c'est ce que lui demandait Kabila, c'était justement tenter de piéger, comme on n'avait pas de preuves contre le sénateur Jean-Pierre Bemba, il fallait, par des prétendues écoutes téléphoniques, essayer de les piéger. Ils n'ont pas réussi à les piéger, donc ils ont inventé qu'il y aurait subordination de témoins, qu'ils achetaient des témoins. Manque de chance pour la procureure. Après, on a pu démontrer que c'était le bureau de la procureure qui achetait les témoins, puisque plusieurs témoins, pour la procureure Fatou Bensouda, ont écrit à la procureure pour dire « Vous m'aviez promis de l'argent, vous ne m'auriez pas d'argent, je n'irai pas témoigner dans le sens que vous m'avez indiqué. » Donc ça s'est retourné, c'est ce qu'on appelle l'arroseur arrosé. Voilà, le bureau de la procureure a trop vouloir charger le sénateur Jean-Pierre Bemba, parce qu'on n'arrive pas à trouver la moindre preuve contre lui. Il faut inventer des charges contre lui. Il a trop vouloir charger, on finit par se prendre les pieds dans le tapis, ce qui a été le cas. Et pour répondre à votre question, il est clair et net que jamais la Cour pénale dite internationale ne va poursuivre les militaires français en République centrafricaine, alors qu'ils mériteraient d'être poursuivis. Parce que des crimes de viol massifs, ce sont des crimes contre l'humanité. Et donc, qui déshonorent l'armée française, qui déshonorent tous les soldats, et donc ils devraient être poursuivis. Mais en aucun cas, ça ne sera fait, parce qu'il y a une immunité, notamment des puissances qui sont représentées au Conseil de sécurité de l'ONU. De toute façon, si la Cour pénale dite internationale était une véritable juridiction, ça fait longtemps qu'elle aurait poursuivi George W. Bush pour les crimes de guerre qu'il a commis en Irak. À ma connaissance, il n'a jamais rien d'engagé. Donc on sait fort bien que la Cour pénale dite internationale, elle est maintenue dans son rôle de juridiction néocolonialiste pour maintenir au chaud, si vous me permettez l'expression, en prison des dirigeants panafricains et les empêcher de se présenter au suffrage de leur pays. On en a encore une illustration, parce que récemment, le rebelle Guillaume Soro, que je citais, a avoué que le président Laurent Gbagbo avait bien gagné sa seconde élection présidentielle de 2010. Ce qu'on savait tous. Il n'y avait que Nicolas Sarkozy, Bolloré et Ouattara pour dire que c'était Ouattara qui avait gagné. Et la Cour pénale internationale, elle était utilisée pour ça, parce qu'on s'est dépêché illégalement de transférer, ce qui était d'ailleurs illégal, puisque le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas être transféré tant qu'il n'y avait pas annulation d'une résolution de l'ONU. Parce qu'une résolution de l'ONU avait interdit qu'il puisse voyager à l'international. Donc il a été transformé illégalement de Côte d'Ivoire à La Haye sans qu'on annule une résolution de l'ONU. Et la Cour pénale internationale l'a fait quand même, parce que c'était Nicolas Sarkozy qui lui demandait de transférer d'urgence Laurent Gbagbo. Donc on voit bien que la Cour pénale dite internationale est aux ordres des principales puissances traditionnelles représentées au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire les puissances que sont les États-Unis d'Amérique, que sont la France et que sont la Grande-Bretagne. Ce sont ces trois puissances-là qui dirigent le Conseil de sécurité de l'ONU. Et on voit bien dans les institutions internationales, ce sont ces trois puissances-là qui sont plus représentées dans les institutions internationales, y compris au Fonds monétaire national et tout ce qu'on veut. Donc, il est clair que jamais la Cour pénale dite internationale ne va poursuivre les militaires français en Centrafrique. Elle n'est pas là pour ça. Si c'était des alliés, par contre, si les militaires français disaient « Ah ben là, on soutient les panafricains, centrafricains, congolais, etc. et tout », alors là, ils seraient poursuivis. On se met du côté du sénateur Jean-Pierre Bemba, là, on va les poursuivre. Mais tant qu'ils sont là à exécuter les instructions de la France, ils ne seront jamais poursuivis. Parce qu'il y a bien deux poids, deux mesures. La Cour pénale internationale, elle n'est pas là pour les droits des victimes. Et moi, en tant qu'avocat, et avec mon ami d'ailleurs et confrère Aimé Kélolo, nous menons une campagne de lobbying pour que l'on mette fin à la Cour pénale dite internationale et qu'elle soit remplacée par de véritables juridictions pénales continentales.
Il nous faut une cour africaine des droits de l'homme qui soit sous l'égide de l'Union africaine. Il nous faut une cour pénale européenne, sous l'égide de l'Union européenne. Il nous faut une cour pénale des Amériques, une cour pénale de l'Asie. D'ailleurs, à ce jour, aucun pays d'Asie, aucun, absolument aucun, n'a refusé, n'a accepté, pardon, de signer le statut de Rome. Donc, de ce point de vue-là, les choses sont entendues. La Cour pénale internationale n'est pas indépendante. Merci. Merci. Deuxième question, les amis. Monsieur Bouafouki, je voulais juste savoir, dans l'éventuelle libération ou condamnation, le 21, si les deux parties font appel, ça peut prendre combien de temps? Oui, alors là, malheureusement, c'est très long, on l'a bien vu. Bon, c'est très long. Mais cela dit, à partir du moment, mon analyse est qu'ils ne pourront pas le condamner plus que 7 ans. Il a déjà fait plus de 7 années, donc ils vont le condamner pour la forme 7 ans, même s'il n'y a pas beaucoup de preuves. Donc, même en interjetant appel, il sera obligé de le laisser en liberté. Donc, il pourra se défendre en étant en liberté. Mais par contre, la procédure d'appel va prendre au minimum 2 à 3 ans. Ça sera plus rapide que la procédure de première instance, parce que là, il y a déjà des éléments de preuve qui auront été produits, et qu'ils ont vu ça. Donc, la procédure d'appel ira plus vite. Mais ça prendra quand même 2 ou 3 ans. Mais par contre, mon pronostic, c'est qu'il sera obligé de le libérer, parce que, voilà, ça sera difficile de dire, comme il n'y a pas assez de preuves, on le condamne à tant d'années de prison. Donc pour moi, ils ne pourront pas le condamner plus que la durée de détention qu'il a faite, pour valider. Parce que s'il le condamnait ne serait-ce qu'à 3 ans de prison, ben, ça voudrait dire qu'il a déjà fait plus de 4 années et demie de trop. Donc il sera en train de se déjuger, les magistrats de la Cour pénale internationale. Donc ils sont dans une situation mais intenable. Intenable. Et d'ailleurs, il y a plusieurs juges qui ont manifesté le fait qu'ils ne comprenaient pas la situation. Donc il risque de se passer. Et ça peut être peut-être une possibilité, mais là, ça va être trop tard. Mais je pense que c'est ce qui se passera en appel. On l'a vu pour le procès du président Laurent Gbagbo. Ils ont été obligés de remplacer les magistrats, parce que les magistrats disaient, moi, je ne peux pas juger dans une affaire où il y a aussi peu de preuves. Donc voilà. Et ça risque de se passer la même chose en appel pour le sénateur Jean-Pierre Bemba. Donc il va y avoir de véritables difficultés de fonctionnement. Ce qui est certain, c'est que là, vu la façon dont sera rédigé le verdict du 21 mars, la Cour pénale dite internationale va exposer sa crédibilité. Ça, ils en sont conscients. Et de fait, à lui seul, le sénateur Jean-Pierre Bemba risque de faire exploser le fonctionnement de la Cour pénale dite internationale. Merci beaucoup. Merci, maître. Encore dernière, s'il vous plaît, les amis. Sinon pas, on passe... Vous avez une question, monsieur? Oui. Présentez-vous. Merci. Et moi, c'est Patrick. Monsieur Patrick. Oui. Bonjour, comment? Patrick. Patrick, comment? Patrick Kassois. KASWA. Merci. Bon. En fait, ma question, les amis ont anticipé de ce que je voulais poser. C'était juste de savoir, vous l'avez spécifié dans l'exposé, mais il me revient quelque chose que je voulais vous poser en tant qu'avocat, c'est de savoir au jour d'aujourd'hui, sur le plan international, les pays qui ont signé les accords de ces pays et les pays qui font pression hors signature de ces pays, entre les deux, nous, les pays qui avons signé, entre autres le Congo et tout comme ça, pouvons-nous faire une requête du genre à boycotter au nom de la population, disons, pas le pays, parce que je sais que le gouvernement ne le fera pas, mais on puisse monter du genre, une pétition, si ça peut passer sur le plan international ou pas, mais organiser quelque chose du genre sitting, présenter à la CPI ou à l'ONU que voilà, nous ne sommes pas d'accord avec les méthodes qui sont présentées à la CPI et de ce fait, nous nous retirons. Et nous pouvons faire pression sur ça. Et en partant de ça, voir aussi la situation du sénateur Bemba. Parce que c'est une honte pour la République démocratique du Congo. C'est une honte. Alors, donc, je conclue par là. Parce que des questions que j'avais, les amis l'ont déjà lancées. Oui. Alors, là, vous avez parfaitement raison. J'ai déjà évoqué le fait que j'approuvais la position du président John Uhuru Kenyatta du Kenya, qui a présenté une motion à l'Union africaine
pour demander que tous les pays membres de l'Union africaine qui ont commis l'erreur de signer le statut de Rome, fondateur de la CPI, s'en retirent. Donc il y a déjà plus de 14 pays membres de l'Union africaine qui ont annoncé qu'ils vont se retirer de la Cour pénale internationale. Donc je crois qu'il faut appuyer ce lobbying international, parce que c'est ça qui portera ses fruits. C'est à partir du moment, parce que malheureusement, l'argent, c'est aussi le nerf de la guerre. Donc à partir du moment où de nombreux pays se retirent du statut de Rome, ça veut dire qu'ils arrêtent de cotiser pour financer les magistrats, les fonctionnaires de la Cour pénale dite internationale. Donc ça fragilise un peu plus la Cour pénale dite internationale. Donc notre intérêt à nous, et c'est pour ça que je le disais avec mon confrère Agnès Kilolo Muzamba, nous menons une grande action de lobbying. On doit bientôt organiser un nouveau meeting à Addis Abeba au siège de l'Union africaine à ce sujet, pour effectivement obtenir que tous les pays membres de l'Union africaine se retirent du statut de Rome. Mais après, on veut que ce lobbying se fasse auprès des autres pays et que progressivement, la majorité des autres pays se retirent du statut de Rome, puisque nous, ce qu'on veut, c'est des cours pénales continentales. Il est inadmissible. La Cour pénale dite internationale ne juge que les Africains. En plus, elle les juge aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, c'est le siège. Les Hollandais ont été des puissances colonisatrices, encore plus terribles. Déjà, les Français ont été très terribles, ils ont fait beaucoup de massacres lors de la colonisation, les Belges également, les Anglais également, les Espagnols, les Portugais, mais je dirais les Hollandais, ce sont eux qui ont inventé, notamment en Afrique du Sud, ils ont inventé les premiers camps de concentration. Donc, ils se sont battus contre les Anglais, les Boers, etc., pour pouvoir mieux coloniser l'Afrique du Sud. Et les nazis se sont inspirés de leurs camps de concentration. Donc, quand on a une puissance coloniale aussi sanglante que les Pays-Bas, les Hollandais mettent le siège d'une cour, déjà, c'est pas un très bon signe. Donc, de toute façon, nous, on veut qu'il n'y ait plus de cour pénale dite internationale aux Pays-Bas, et on veut qu'elle soit remplacée par des cours pénales continentales, sous le contrôle des populations des différents continents. Et ça sera la seule façon d'y arriver. C'est le principal lobbying qu'il faut faire. Merci, maître. Chers amis, on est tenu par la notion du temps. Donc, je crois qu'on va essayer d'écouter monsieur notre conseiller en matière politico-stratégique de notre bureau. Je crois qu'il a un mot. Je lui passe la parole. Et puis, on va clôturer en toute beauté. Et puis, je crois la maison a essayé de vous offrir quelque chose avant de partir pour dessécher un peu la gorge. Et puis, ça sera la fin de la journée. Parce que là, on termine à 18h, les amis. Merci. Moi, c'est simplement pour vous dire que nous venons d'avoir une raison sur une urgence familiale de la part de M. Mungani, qui est le secrétaire national chargé des fédérations extérieures. Il ne pourra pas être parmi nous. Normalement, c'est lui qui devrait aborder l'aspect politico-social en République démocratique du Congo. Mais cet aspect politico-social, nous connaissons un peu. Je viens du pays, c'est vraiment catastrophique. Ce qui m'a beaucoup étonné, que le pouvoir en place mène une politique comme il était dans l'opposition. Lance des tracts partout, et les gens lisent, se disent, tiens, c'est grâce au pouvoir que nous avons tous des portables en main. Quel banal. Et que le pouvoir en place vient de payer la dette de 19 milliards que le président Mobutu avait emprunté depuis longtemps. Tout ça, le peuple congolais devrait être content. Reste à vérifier, oui. Mais seulement, j'ai dit, l'aspect politico-social, nous le maîtrisons un peu. Parce que, n'eût été la diaspora, je crois que nos frères et sœurs qui sont là-bas seront déjà partis. Parce que le flux financier qu'il y a entre l'Europe aujourd'hui ou à l'extérieur de notre pays, qui essaye de faire vivre nos frères et sœurs là-bas, c'est assez important. Et je dirais même que c'est un outil pour nous.
Parce que nous qui envoyons l'argent là-bas, nous pouvons aussi demander à nos frères et sœurs de prendre conscience de certaines choses. Parce que quand vous êtes en face de la population, vous dites, ah oui, moi j'attends, ce sont mes enfants qui m'envoient l'argent tous les mois. Tous les mois. Il y a des gens qui vont travailler qui ne sont pas payés. Et ils attendent, c'est que leurs enfants envoient à partir de l'extérieur. Alors, je me dis, nous détenons un pouvoir. Et nous n'arrivons pas à mesurer cette importance. Et de dire à nos frères et sœurs qui sont là-bas et parents, c'est que nous devons faire. Le jour que nous devons passer, parce que le pouvoir, c'est nous qui le détenons. Nous avons voté, nous faisons de ces gens-là des dirigeants. Mais s'ils ne le méritent pas, pourquoi les voter? Pourquoi? Mais seulement le peuple congolais n'est pas encore en mesure de comprendre que c'est lui qui détient le pouvoir. Et c'est nous. Nous pouvons jouer le rôle de guide d'opinion, faire comprendre à nos frères et sœurs qui détiennent le pouvoir que ceux qui sont là-bas, qui sont en tête, en réalité, ils ne valent rien. Mais seulement on fait d'eux des autorités et qui nous représentent. Valablement, je dirais non. Moi, ça m'arrive de prendre le transport en commun, de discuter avec les gens dans les bus, le transport collectif. Vous voyez, il y a des têtes qui réfléchissent. Mais quand vous posez la question, que faire? Là, ils s'arrêtent. Et c'est parce qu'il n'y a pas de guide d'opinion pour ces gens. Il n'y a pas de guide. Tout le monde discute et tout ça, ça ne va pas et tout. Mais j'ai posé une question un jour dans un bus. Que faire? Ah oui, que faire? Que faire quoi? Que faire? Ils ne savent pas que faire. Ils sont tétanisés. Mais non, mais parce qu'il n'y a pas de guide d'opinion. Les leaders, il y en a, mais les guides, c'est ça le problème. Et nous qui détenons un peu les moyens financiers, on peut dire, écoutez, je vais dire à mon père que je ne t'enverrai plus l'argent parce que tu as voté ici et là, mais faire comprendre, vous faites de ces gens des responsables alors qu'ils ne le sont pas. Voilà. Je crois que si M. Mbongani était là, il allait aborder le problème, parfois, en l'amenant vers une autre direction, et c'est tout ce que je peux trouver dans le social. Et le politico, c'est ça. Je vous remercie. Vous avez une question? Non, ce n'est pas une question. Ah. Parce que vous savez bien de parler des choses sur le plan politique. Bon, on a écouté Maître Tricot, ce qu'il a pensé là pour la situation judiciaire. Et il a quand même soulevé un point très important. Nous devons tous savoir que le 21, ça ne sera pas vraiment une victoire qui est déjà acquise. C'est-à-dire, on peut libérer Bemba. Puisqu'il y a une volonté de l'écarter pour ce pouvoir de notre pays, là où il y a l'espoir de tous les citoyens congolais. Alors, s'il arrivait que le 21, il est libéré et que l'autre, le parti accusatrice, c'est-à-dire le procureur, fasse appel, et ça va prendre 3 ans, 4 ans, 2 ans, ils peuvent même aller jusqu'à 2-3 ans. Mais est-ce qu'il aura vraiment